Bonjour Christophe Barrault. Bonjour. Merci d'être là avec nous, stratégiste chez Market Securities. Pourquoi vous êtes là? Parce que c'est un Français, on a ça en France, ça fait 9 ans que Bloomberg, 9 ans. Bloomberg vous décerne la palme donc du meilleur prévisionniste en matière de statistiques sur les statistiques américaines, mais aussi sur les statistiques chinoises pour la 4e année consécutive, et aussi vice-champion pour la zone euro après avoir remporté ce titre pendant 5 ans. Là, je me dis, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir des scénarios aussi précis? Vous travaillez plus, vous travaillez, je ne sais pas, vous êtes meilleur en maths, je cherche à comprendre. Puis après, on viendra sur vos prévisions pour l'année à venir. Moi, je dirais que c'est une combinaison de plusieurs choses. Alors, je ne suis pas forcément meilleur en maths. Je pense même qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus qualifiés que moi. Après, c'est plus, je dirais, une méthodologie d'une part. Donc, si je rentre un peu dans les détails, c'est, on va dire, recueillir beaucoup de données. C'est les trier, en extraire celles qui peuvent vraiment avoir une valeur ajoutée. Donc, vous n'êtes pas le seul à faire ça. On dit, tout le monde apprend de la donnée, la triture, etc. Non? Je dirais que c'est, on va dire que ça va faire à peu près donc 10 ans que je fais ça, même un petit peu plus, 12 ans. Quand j'ai commencé à travailler, donc c'était 2009, c'était chez Dexia Securities et j'étais affecté aux statistiques, donc vraiment immobilières. Donc pendant 2 ans, j'ai creusé, démembré, appelé les organismes. Je les ai beaucoup embêtés au téléphone pour savoir en fait comment étaient construits les indices. Donc ça, c'était vraiment, je dirais que c'est le point de départ de toute prévision. Et je ne suis pas certain déjà sur ce point de départ que tout le monde fasse ce travail en amont. Et après, voilà, c'est beaucoup d'automatisation plus que de la performance mathématique. C'est-à-dire? C'est-à-dire que voilà, il faut être capable de recueillir tout type de données, donc financières, comptables, spatiales, sanitaires, et ensuite d'en extraire ce qui peut vraiment rajouter une vraie plus-value. Et donc, vous avez le sentiment que votre méthodologie, elle diffère de celle des autres? Votre recette, elle est... Je pense que la recette est plus efficace. L'idée, c'était de regarder tout type de données possibles. Ça, c'était vraiment, je dirais, le point. Qu'est-ce que vous regardez comme données que les autres ne regardent pas vraiment? Par exemple, ce que je regardais déjà dès 2010, c'était les photos satellites sur les parkings de Walmart. Donc ça vous permettait de savoir le nombre de voitures. Avec un panier moyen, vous étiez déjà capable en 2010 de connaître au jour le jour la consommation. Mais c'était il y a 10 ans, ça? C'était il y a 10 ans. Maintenant, il y a plein de nouvelles données et l'idie, c'est vraiment... Comme quoi, par exemple? On pourrait prendre des données que j'aime beaucoup, c'est sur la mobilité. Ah oui. Donc ça, vous n'êtes pas le seul, ça. Non, mais... Google mobilité, c'est ça? C'est ça. Vous avez aussi beaucoup de choses via Google Analytics aussi. Vous pouvez retrouver donc, le nombre de fois qu'on va taper tel ou tel mot. Donc ça peut être des anticipations d'achat. L'idée, c'est déjà, avec toutes ces données, d'avoir un point de départ, savoir où on en est au moment où on se parle. Pas forcément de se projeter, mais déjà être le plus précis au moment où on se parle. Donc ça a beaucoup aidé, par exemple, l'année dernière. Et après, pour faire les prévisions, ça va plus être l'expérience, ça va plus être des choix de lignes, on va dire, sur les secteurs. Donc moi, je suis beaucoup amené à regarder tout ce qui se passe dans les semi-conducteurs, dans l'auto. Je trouve que ça a un caractère avancé par rapport à d'autres choses. Au niveau mondial, ce que j'aime bien regarder, c'est plus sur certains pays. Donc ça va être la Corée du Sud, ça va être Taïwan, donc un peu tout ce qui est lié à l'électronique. Donc voilà, c'est plein de petites choses combinées. Après, il y a aussi un autre paramètre, c'est que j'aime bien regarder ce que font les autres. Et surtout, quand les autres vont faire une prévision complètement en dehors du consensus, la question c'est pourquoi. Donc il y a un peu aussi d'espionnage industriel, entre guillemets. Pour vous challenger? Pour vous remettre en cause dans vos propres certitudes ou dans vos propres prévisions? Oui, c'est ça. C'est que, étant sur une équipe ultra réduite, on ne peut pas tout voir. Donc l'idée, c'est de regarder qu'est-ce qui se fait ailleurs et pourquoi, à un moment ou à un autre, quelqu'un peut tenter d'anticiper. Il n'y en a pas certains qui ont cherché à vous espionner chez les concurrents? Parce que, pardon, quand on a ce titre-là pendant 9 ans, meilleur prévisionniste selon Bloomberg, sur combien d'ailleurs, vous êtes combien de prévisionnistes dans le monde? Sur les États-Unis, c'est à peu près une centaine, en fait. Ouais. C'est ça. Alors, je sais pas. Autant que vous ne travaillez pas là-bas, vous n'avez jamais foutu les pieds en plus. Non, jamais mis un pied, ni aux États-Unis, ni en Chine. C'est peut-être ça la clé aussi, c'est de ne pas être biaisé par l'environnement. Si je prends un exemple concret, en France, pendant les 5 premières années où j'ai fait des prévisions, j'étais toujours plus pessimiste. Parce que vous discutez avec des gens, c'est bien connu en France, les gens voient toujours le côté noir de la chose. Et puis, petit à petit, j'ai essayé de ne plus écouter personne et de réappliquer la méthodologie que j'applique aux États-Unis à la France. Et depuis, c'est un petit peu plus précis. Alors, votre scénario macro pour 2021, il est dans les purs, dans ce qu'on entend à peu près à droite ou à gauche, c'est-à-dire rebond
Fort rebond en Chine, net rebond aux États-Unis, plus mou en Europe. Après, on est élu meilleur prévisionniste parce que ça se joue à la virgule près. Mais sur la tendance, vous êtes dans le consensus. C'est pas péjoratif de dire ça. Non, du tout. Mais sur l'articulation donc des zones géographiques, c'est à peu près ça. Maintenant, c'est l'amplitude. Globalement, je suis plus optimiste partout sur quasiment toutes les zones, que ce soit États-Unis, Chine ou Europe. Après, c'est vrai que le scénario, c'est plus optimiste que le consensus. C'est ça, oui. À quelle hauteur pour le coup? Au niveau mondial, l'OCDE nous dit 5,6. Je suis à 6,3. Ouais. Donc ça, c'est pour le monde. États-Unis, on est passé à 7 ce matin. Donc le consensus, c'est 5,5. Et sur la zone euro, on est à 4,8. Et je crois que le consensus, c'est 4,3. Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous incite à plus d'optimisme que le consensus? C'est un ensemble de choses, mais en gros, il y a 3 facteurs clés pour 2021 qui expliquent un redémarrage plus fort. Bon, l'efficacité des vaccins en moyenne. Vaccination, en Europe, la campagne de vaccination. Après, l'Europe étant une petite partie de la croissance au niveau mondial, mais c'est là où il y a la déception et c'est là où pourquoi l'Europe fait moins bien que les États-Unis, alors que pourtant il y a un rattrapage beaucoup plus important techniquement. Techniquement, on devrait rebondir plus que les Américains, puisque nous, on a plus baissé que... On a baissé de 6,6, ils ont baissé de 3,5, et cette année, voilà, nous on vit 7 États-Unis et 4,8 zone euro. C'est désespérant. Disons que c'est... Je ne sais pas si désespérant c'est le bon mot, mais c'est vrai que c'est une vraie déception sur le côté vaccination. Il y a le côté ampleur du stimulus, parce qu'aux États-Unis, on peut se poser la question de savoir s'ils ne vont pas aller trop loin, s'ils ont potentiellement déjà été trop loin. Ils ne font pas trop de stimulus, trop de soutien budgétaire, trop de plans de relance. Parce que quand on doit se comparer, nous, entre l'Europe, en incluant les plans nationaux et ce que font les Américains, en termes de soutien budgétaire, il y a un rapport de combien déjà? J'ai plus le chiffre. Alors, je n'ai pas le chiffre en tête, mais si on regarde, le chiffre que j'ai, c'est le surplus d'épargne qui sera totalisé en fait, suite à ces stimulus. Aux États-Unis, on va sortir sur 2 trillions, ce qui fait 9,3% de PIB nominal. Ouais. Zone euro, sur la même période, on vise 450 milliards, donc ce qui est plutôt 3,5. Donc là, ça fait un rapport de 1 à 3. Voilà, là-dessus. Et après, en stimulus combiné, les États-Unis, donc ils ont combiné avec quoi? Donc ils ont fait 2,2 en avril, 900 milliards en décembre, 1,9 maintenant. Ils peuvent remettre sur les infrastructures potentiellement. Ouais. Et en Europe, c'est un stimulus global, c'est 1,8 sur de 2021-2027. En dépenses discrétionnaires, c'est 420. Mais après, il faut voir au niveau national ce qui se passe en combiné. Mais c'est bien moindre qu'aux États-Unis. La Banque de France nous dit qu'on fera au moins 5% de croissance cette année en France. Est-ce que c'est jouable malgré 2 premiers trimestres, nous dit l'INSEE, qu'on sera a priori à 1% de croissance? Moi, ce que je répète depuis, donc ça doit être novembre, c'est qu'on fera les 6, peut-être légèrement plus cette année. Mais vous êtes moins bon sur les prévisions sur la France? C'est ça. Parce qu'il y a un biais. Peut-être un petit peu un biais, mais je suis plus optimiste là aussi que le consensus. Qui est à combien? Je crois que c'est en 5,5 ou 5,7. Je ne sais plus exactement le consensus Bloomberg. Si vous regardez les économistes français, ils sont plutôt en dessous. Ils sont plutôt pessimistes. Moi, mon idée, c'est que d'une part, on a été plutôt résilient au T4, malgré les mesures de restriction en novembre, qu'il y a eu un fort effet de rattrapage dès lors qu'on réouvre, qu'on a vu sur les ventes au détail en décembre. C'est ce qui a permis vraiment d'éviter la casse, puisque les gens anticipaient quasiment 3-4% de contraction en France au T4. On a fait bien moins que ça. Et au premier trimestre, malgré plus de mesures de restriction, je pense qu'on fera un chiffre positif. Et derrière, il y a le côté, je pense, revanche du consommateur en France qui sera important. Ça. Ouais, complètement. Quand il pourra consommer, il va se lâcher. Bon, au T3, on a pu le voir que c'était très violent, parce qu'il y a un effet aussi de consommation domestique. Et contrairement à l'Espagne, qui est un peu un pays exposé au tourisme, mais qui est très tributaire du tourisme international, nous, avec notre... On l'est aussi, moins. On l'est, mais on l'est beaucoup moins, en fait. On l'est beaucoup moins. Ce qui fait qu'en termes de dépenses, donc consommation des ménages, il y a un potentiel de rattrapage relativement fort. Est-ce que, là on a parlé de la macroéconomie, sur les marchés, vous faites aussi des prévisions ou pas du tout? Alors on donne notre avis, mais après il n'y a pas de prévision officielle, pour des raisons qui sont plus compliance. Ouais.
Mais après, on peut. Donc on ne sait pas si Bloomberg pourrait vous décerner comme étant bon prévisionniste sur les indices boursiers. On ne sait pas, on ne saura pas aujourd'hui. Après, vos clients le savent. Nos clients savent. Après, c'est un exercice qui, on ne va pas se le cacher, beaucoup plus difficile de prévoir un marché. On peut donner une orientation, on peut donner un sentiment. Vous êtes prudent, vous, malgré l'euphorie, vous êtes prudent aujourd'hui. Plutôt prudent, même si on a, voilà, l'idée c'est qu'on a un scénario macro qui est... C'est pas contradictoire d'avoir un scénario macro optimiste et de me dire, je suis prudent sur les marchés? Tout dépend en fait quel est le driver des marchés. Si le driver des marchés, comme on le pense, c'est en grande partie la politique monétaire ultra accommodante, qui est aussi un des facteurs pour lesquels on est optimiste au niveau mondial, si à un moment ou un autre, on est sur un scénario plus positif, ça veut dire aussi qu'on va avoir une anticipation d'une politique monétaire moins accommodante. Oui, mais qui le restera, qui le sera moins, mais qui le restera. Mais bon, ce qui compte pour les marchés, c'est la dérivée seconde, c'est pas la première. Et la réalité, si on regarde là, les courbes des injections de liquidités, si on prend juste une petite statistique que j'aime bien, c'est le bilan consolidé des banques centrales du G7. Ouais. De février 2020 à 2021, vous avez eu 9 trillions de dollars injectés. 9 trillions, c'est 9 000 milliards. C'est ça. Donc un montant sans précédent qui explique en partie pourquoi les marchés entre février et entre un an, février 2020 à 2021. Ouais. On sait très bien qu'on n'aura pas le même montant injecté et qu'on va avoir une inflexion de cette croissance-là. Donc ça, c'est un point important. Après, l'idée aussi, c'est que si on prend l'hypothèse d'un nouveau stimulus dans les infrastructures aux États-Unis, qu'est-ce qui a fait que les précédents stimulus ont pu voir le jour sans pénaliser les taux d'intérêt et les marchés? C'est qu'en face, vous aviez la Fed qui en remettait toujours plus. Aujourd'hui, c'est un monde totalement différent. Si le Trésor va pour émettre 2 trillions d'obligations et financer le stimulus, la Fed ne va pas accroître ses achats, voire on est dans une situation où elle va ralentir ses achats. Donc cette liquidité qu'il faudra absorber, elle va bien sortir de quelque part et normalement, ce sera des marchés actions. Donc on est dans un monde où on est peut-être arrivé sur un point d'inflexion où si on va faire plus de stimulus, il faudra les financer par une liquidité qui ne viendra pas des banques centrales, mais au final des investisseurs. Sauf que quel effet l'emportera entre les deux? Ça, après, je pense le juge de paix sur un marché, ce sera la croissance des bénéfices. Donc il faut qu'elle soit là. Ça mettra peut-être un petit peu plus de temps. Mais l'idée, c'est qu'on aura au moins de la volatilité. Et ensuite, si on a des nouveaux stimulus, par exemple aux États-Unis, la question c'est comment on le paye. Et il peut y avoir la question d'un relèvement des taxes. Si vous avez un relèvement des taxes, ça veut dire que sur les bénéfices, il y aura peut-être un ajustement à la baisse. Donc c'est pour ça qu'on est mitigé aujourd'hui, malgré un scénario macro plutôt optimiste. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Donc Christophe Barraud, stratégiste chez Market Securities. Merci. Merci.